Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien reposés car on peut pas dire que le début d'année était vraiment glorieux. J'espère que les batteries sont bien chargées car sinon ça va être un petit peu compliqué pour le reste de l'année. Bon, aujourd'hui on attaque avec du lourd, du très lourd. On va parler de la première édition de la Route du Rhum en 78. Et cette année-là, le vainqueur s'est imposé pour seulement 98 secondes. On va revenir sur le déroulement de cette épreuve et puis un petit peu sa création. Pourquoi on a décidé de créer cette épreuve? Eh bien tout simplement parce que les Anglais ils en avaient un petit peu marre de nous. Mais ce n'est pas la seule raison de l'existence de cette course. Dans les années 1960, la course au large fait ses grands débuts comme sport, notamment grâce à la Transat anglaise. Les journaux britanniques s'intéressent à ces aventuriers qui tentent d'aller dans des endroits inaccessibles. Et jusque dans les années 90, la course au large est autant une aventure qu'un sport. Au même moment, l'industrie du rhum en Guadeloupe tente de se relancer. Bernard Haas, alors secrétaire général du syndicat des producteurs de sucre du rhum des Antilles, veut trouver un moyen original de communiquer sur son produit. Il est ami avec Florent de Kersozon, le frère d'Olivier le navigateur. Et Florent est un homme d'affaires qui connaît très bien le monde de la voile. Il a été équipier d'Éric Tabarly de 1965 à 1969. En 1975, il propose à Bernard Haas de faire une course de bateau. Les deux hommes essayent de convaincre les spécialistes de la voile. Ils se tournent bien entendu vers le pape de la discipline, Éric Tabarly. Les deux hommes arrivent à le convaincre. Il faut maintenant trouver un sponsor. Florent de Kersozon se tourne vers Michel Etevenon, qui est le mécène de son frère. Il est également un collaborateur de Bruno Cocatrix, qui dirige l'Olympia. Mais il refuse de financer la course. Heureusement, les usines sucrières de Guadeloupe et les producteurs de rhum se mobilisent pour trouver le budget. Et un événement en 1976 va aider à la création de la course. Les Anglais vont participer même à la création de la course française. En 1976, l'organisateur de la Transat anglaise, qui est à l'époque la course en solitaire la plus importante, décide de modifier son règlement. Les bateaux ne pourront pas dépasser la longueur de 56 pieds, environ 17 mètres. L'idée est de limiter la taille des bateaux qui parfois peut dépasser les 50 mètres de longueur comme le club Méditerranée d'Alain Colas. L'idée de cette réglementation est de limiter la domination des francophones. Les deux dernières éditions ont été remportées par Éric Tabarly et Alain Colas. En réponse, Michel Etevenon annonce dans le journal L'Équipe vouloir créer une épreuve transatlantique comme la Route du Rhum. Il cherche un sponsor pour la course pendant toute l'année, mais il n'en trouve pas. Et il réfléchit de nouveau au projet de Bernard Haas et de Florent de Kersozon. Et il décide de rejoindre les deux hommes qui décident, dans leur règlement, de n'imposer aucune limite de taille. Les villes de départ et d'arrivée sont également trouvées. Le grand départ se fera à Saint-Malo en Bretagne et l'arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Particularité du final de la course est qu'il faudra contourner l'île antillaise en faisant un détour par rapport à la route la plus rapide. Ce parcours le long des côtes guadeloupéennes est fait pour la télévision, mais également pour apporter du suspense. En effet, le contournement de la Guadeloupe n'est pas simple car elle est constituée de beaucoup de zones de dévent. Tout est fin prêt pour lancer la première édition de cette course. La date du départ est programmée pour le 5 novembre. Pour cette première édition, tous les meilleurs concurrents français de la course au large se retrouvent à Saint-Malo. Il n'en manque qu'un seul, c'est Éric Tabarly, son nouveau bateau n'étant pas prêt. Mais même s'il ne fait pas partie de la flotte des concurrents, il donnera le grand départ. Nous retrouvons beaucoup de monocoques et de trimarans dans la cité malouine. À l'époque, la domination des multicoques est bien moins forte qu'aujourd'hui. On retrouve Bruno Perron, 3 fois détenteur du trophée Jules Verne au début de sa carrière, Marc Pajot, Philippe Poupon, Florence Artaud, qui gagnera en 90. À l'époque, elle vient seulement de se lancer à plein temps dans cette discipline. Au départ, nous avons aussi Olivier de Kersozon, le frère d'un des fondateurs de la course. Nous avons aussi des concurrents étrangers, parmi lesquels Mike Birch. C'est un Canadien qui a commencé très tardivement la voile en 1976. Il participe à la course sur un petit trimaran jaune qui se nomme Olympus. Ce voilier ne mesure que 11,48 m de long pour 8,26 m de large. Il est largement plus petit que les bateaux de ses concurrents. Parmi les favoris du côté des monocoques, on retrouve Michel Malinowski sur Critère 5. C'est un spécialiste de la solitaire du Figaro qui l'a remporté en 1971. Selon Mike Birch, sur les pontons de Saint-Malo, Malinowski pense déjà qu'un multicoque va s'imposer. Il n'est pas parti avec ce type de bateau, seulement car il ne sait pas les maîtriser. Nous avons également au départ Alain Colas qui retrouve son bateau Manureva avec lequel il a gagné la Transat anglaise en 1972.
Ce bateau n'est pas neuf car il appartenait avant à Eric Tabarly. Son 4-mâts Club Méditerranée n'est pas disponible pour cette course. Et pour finir, nous avons de nombreux amateurs éclairés qui partent avec des bateaux surprenants. Ils profitent de la jauge qui est libre pour cette course. Nous avons notamment des voiliers de plaisance qui sont à peine transformés pour participer à l'épreuve. Nous sommes dimanche 5 novembre et le départ est donné à 13h02. Alors pourquoi cet horaire? Tout simplement, il permet d'être diffusé pendant le journal de 13h juste après les titres. C'est devenu une tradition dans cette épreuve. Nous avons beaucoup de monde au départ sur les différents points de vue, mais le public est également très présent en mer sur de petites embarcations comme des Zodiacs. Les organisateurs sont complètement dépassés par cette foule qui va créer des incidents. En effet, c'est la première grande course au large organisée par la France. Le catamaran de Marc Pajot va embrocher le bateau d'un spectateur. Le navigateur aura un os de la main fracturé. Eugène Riguidel va quant à lui s'accrocher avec le ferry qui permet aux journalistes de suivre le début de course. Nous arrivons au Cap Fréhel, qui est le dernier morceau de terre qu'apercevront les navigateurs jusqu'à l'arrivée. Mike Birch passe en tête avec exactement 98 secondes d'avance sur Malinowski. Un chiffre dont on va reparler. Les stratégies se mettent en place. Il faut choisir la bonne route pour éviter les tempêtes automnales. Surtout que le petit trimaran de Mike Birch n'est pas très stable. L'historique de la course à la voile est encore récent. Les multicoques comme Birch, Kersozon ou Weld passent au sud. Birch est celui qui s'éloigne le plus de la route idéale. À l'arrivée, Kersozon lui demandera pourquoi il a continué encore plus au sud. Le Canadien répondra qu'il n'y avait pas encore de poissons volants sur son pont. Cela voulait dire qu'il n'avait pas encore atteint les alizés. Malinowski, qui a un monocoque plus robuste, passe plus au nord. Son objectif est de faire le moins de kilomètres possible car il est moins rapide. Enfin, Alain Colas est le plus téméraire car il décide de prendre la route la plus directe. Certes, il fait moins de kilomètres que ses adversaires, mais cette route est plus risquée car elle comporte plus de tempêtes. L'avantage est qu'il connaît très bien son bateau, le Manureva. Le souci, c'est qu'il n'est plus très jeune. Il a la particularité également de raconter ses aventures en direct sur la radio RMC. Mais le 16 novembre, il raconte qu'il est au centre d'une tempête. C'est sa dernière communication avec la Terre. Mais à ce moment-là, personne s'en inquiète. Les traversées à la voile sont une aventure, surtout à cette époque, et les moyens de communication sont encore assez rudimentaires. Nous n'avons pas de tracking GPS, ni de téléphone portable. Tout se fait par la radio VHS. Tous les concurrents n'ont pas de radio et parfois elle ne marche pas. Surtout, la portée de cet équipement est très réduite. En fait, il faudra attendre après l'arrivée pour que la direction de course et les autres concurrents s'inquiètent de la disparition d'Alain Colas. Dès l'arrivée des premiers navigateurs, le 28 novembre, les premières recherches démarrent du côté des Açores au Portugal. Il s'agit du dernier endroit où Alain Colas a transmis un message. L'armée utilise des avions pour survoler la zone de recherche. Les jours passent et toujours aucune nouvelle du concurrent ou de son bateau. La zone de recherche est très grande car Alain Colas n'avait pas de balise de détresse dans son bateau. Il l'avait oublié sur le ponton en partant. Un équipement qui deviendra par la suite obligatoire. Pour le retrouver, les autorités françaises autorisent même les radios amateurs à écouter les fréquences dans cette zone. Un autre concurrent est également muet depuis le départ. Il s'agit de Jacques Palacet. Mais ce dernier arrivera bon dernier de la course le 10 décembre. Son émetteur a eu un problème et il a dématé lors de la fin de sa course. Pour Alain Colas, toujours pas de nouvelles. Pourtant, 2 radios amateurs auraient entendu un signal dans la zone de recherche. Le 27 décembre, l'armée décide d'interrompre ses opérations. Plusieurs théories subsistent sur sa disparition, même des années après cette catastrophe. La première option, c'est un accrochage avec un cargo qui aurait désintégré la structure du bateau. En effet, Manureva est l'un des premiers multicoques géants de l'histoire de la voile et les connaissances étaient encore très faibles. La rigidité de la structure était bien inférieure à celle des bateaux modernes en carbone. Manureva est en aluminium, qui est un matériau fragile, et un contact avec un cargo aurait pu créer une voie d'eau ou un chavirage. Sans balise de détresse, impossible de retrouver un radeau de survie si le skipper a pu s'en saisir avant cette possible catastrophe. La deuxième théorie est que le bateau a eu un problème structurel. Au moment de la disparition d'Alain Colas, le 16 novembre, le navigateur est dans une zone de grand vent. La structure en aluminium n'étant pas très rigide, elle se serait désintégrée dans les vagues importantes. En plus, selon les proches d'Alain Colas, le bateau n'était pas dans un très bon état. La coque et les flotteurs étaient sujets aux voies d'eau et il manquait des soudures au niveau du bras de liaison. Au départ de la course,
Beaucoup d'adversaires étaient surpris par le mauvais état du bateau. Le multicoque avait également beaucoup de micro-fissures qui ont été masquées par de la peinture. Certains observateurs ont également émis l'hypothèse d'un problème physique pour Alain Colas. En effet, 3 ans auparavant, il est victime d'un gros accident. Sa cheville droite est sectionnée par un cordage d'une ancre de son bateau. Il est obligé de subir 22 opérations pour conserver son pied. Cette blessure aurait pu laisser des séquelles qui n'auraient pas permis au skipper de gérer correctement Manureva. Le docteur Bainvel, qui a réalisé les opérations, considère que le marin était dans un très bon état physique. La dernière théorie est la plus farfelue. Certains journalistes peu scrupuleux considèrent qu'il a fait exprès de disparaître. La santé financière du skipper n'était pas bonne. Son nouveau bateau, Club Méditerranée, très ambitieux au niveau technique, serait un gouffre financier. Soit il se serait suicidé, soit il aurait refait sa vie. Autant vous dire que cette théorie fait les choux gras de la presse à scandale de l'époque. Mais ce sont les 2 premières options qui sont les plus vraisemblables. Cette disparition va marquer le destin de la course, mais elle marque aussi les Français. Une chanson sera même écrite à l'époque par Serge Gainsbourg sur cette disparition. C'est le titre Manureva, interprété par Alain Chamfort. Et il a fait un choix fort en choisissant cette chanson qui est son titre le plus connu. On peut dire qu'il a fait le bon choix. Nous revenons au déroulement de la course. Nous sommes dans les Alizés et Mike Birch a décidé de modifier sa stratégie. Sur la route la plus courte, nous avons toujours Malinowski avec son monocoque et plus au sud, nous avons les multicoques. Le problème pour Mike Birch, c'est qu'Olympus est bien plus petit que ses adversaires. Il est 10 mètres moins long que le critère 4 d'Olivier de Kersauzon. Or, plus un bateau est long, plus il est puissant, il peut aller vite. Si Mike Birch reste sur la même trajectoire que critère 4, il ne gagnera pas. Il décide de changer légèrement son cap pour reprendre une route un peu plus proche de l'orthodromie. C'est le trajet le plus court pour un bateau pour réaliser cette traversée. Je ne peux pas vous raconter le reste de la course dans les Alizés car les informations ne sont pas nombreuses sur cette partie de la course. Après plus de 20 jours de bagarre, nous arrivons au nord de la Guadeloupe. Mike Birch retrouve Malinowski comme en Bretagne. Le Canadien prend sa radio VHF qu'il a depuis le départ pour contacter la direction de course et indiquer qu'il est en approche de l'arrivée. Il tombe sur la femme de Malinowski qui lui indique qu'ils se battent tous les 2 pour la victoire. C'est une surprise pour Mike Birch qui se pensait plus loin dans le classement. Après 3 semaines de course, c'est un duel disputé qui va décider de l'issue de la course. Au nord de l'île, Mike Birch redépasse le Français. La nuit recouvre désormais la Guadeloupe. À Basse-Terre, Olympus tombe dans une zone sans vent et Malinowski reprend la première place et il va même s'échapper légèrement. Pendant la nuit, ils continuent leur descente vers le sud de l'île. Au petit matin, ils atteignent un moment très technique du parcours. Il faut passer le canal de Saintes. C'est une zone très étroite où il faut éviter de s'échouer en passant trop près d'une des 2 îles. Tout se passe bien, mais le monocoque de Malinowski s'en sort mieux qu'Olympus. À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, Malinowski a 2 kilomètres d'avance sur Birch. Le Canadien décide de tenter le tout pour le tout. Il va un peu plus au large de l'île que le Français. Il peut ainsi ouvrir un peu plus les voiles pour aller un peu plus vite. Le problème, c'est qu'il fait un peu plus de chemin que son adversaire. Le vent décide de changer de sens et il devient encore plus favorable pour le Canadien. Il va à 15, puis 17 nœuds et il se rapproche de son adversaire. Ils sont désormais entourés de nombreux spectateurs qui sont venus assister à la course sur 2 petites embarcations. Les journalistes français sont émerveillés par ce final. France 3 est en direct et le journaliste est en ébullition, il hurle dans son micro. À 250 mètres de la ligne d'arrivée, le petit multicoque jaune dépasse le grand monocoque noir et le dépose. Mike Birch passe la ligne en vainqueur après 23 jours de course et 9 heures de régate autour de la Guadeloupe. 98 secondes plus tard, Malinowski passe à son tour la ligne d'arrivée. Ce sont les mêmes 98 secondes qui les séparaient au Cap Fréhel. Sur le ponton d'arrivée, Mike Birch dira à son adversaire qu'avec son bateau, il serait déjà arrivé depuis 2 jours. Cette course est importante dans l'histoire de la voile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet de montrer aux Anglais qu'ils ne sont plus les seuls dans l'organisation des courses au large. On le verra dans les années suivantes avec notamment en 1989 la première édition du Vendée Globe. C'est également un moment important de la course au large en France. Tout d'abord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'Éric Tabarly et Alain Colas. Mais le départ et l'arrivée vont marquer énormément d'enfants de l'époque qui vont se lancer dans la voile. Et si la France domine toujours autant en 2042 dans la course au large, c'est grâce à cette course qui a créé des vocations. Cette arrivée va devenir également iconique et marquer les spectateurs.
Surtout, ce final fera peur à tous les marins. En 2018, Francis Joyon et François Gabard feront un magnifique remake. Et puis d'un point de vue technique, cette course est également très importante. Elle démontre l'avantage en termes de vitesse des multicoques sur les monocoques. En effet, un tout petit bateau jaune a largement dominé en fin de course un gros monocoque avec beaucoup plus de voiles. C'est le début de la période de domination des monocoques sur la course au large. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette première édition de la Route du Rhum et comme je vous avais dit, le repas est extrêmement copieux. On se retrouve pour un prochain cours et n'hésitez pas à dire à vos parents, aux autres profs que je suis le meilleur, hein. On le sait tous. Surtout que je suis meilleur que votre prof de musique parce que celle-là, je peux pas la saquer. Hein, vous le faites, hein, parce que sinon vous allez avoir des problèmes sur votre prochaine interro. Bon, on se retrouve pour un prochain cours. Allez, je vous libère.